Je vais vous dire une chose qui paraît élémentaire, mais qui n'est pas élémentaire pour tout le monde. C'est que l'élargissement de notre surface d'emprunt a eu des conséquences d'une extrême gravité qui n'ont pas été suffisamment prises en compte. Autrement dit, on a laissé, sans sonner l'alarme, doubler la surface de notre dette et passer de 60 à 120% prochainement du PIB en l'espace de 25 ans. Et on l'a fait dans l'insouciance générale, car la politique monétaire suivie à l'époque était laxiste au point d'entretenir des taux d'intérêt nuls, voire négatifs en termes réels. Comme ces taux bas étaient supposés durer indéfiniment, nos dirigeants, persuadés que la relance continuelle de la consommation était populaire, alors qu'elle entraînait des pertes d'emplois, d'investissements, de productivité et des hausses de chômage considérables, ne se sont guère inquiétés du doublement de notre encours d'emprunt et ont différé les réformes nécessaires en s'endettant, quoi qu'il en coûte. Or, excusez-moi d'être aussi basique, le coût d'une dette de 100% du PIB est le double de celui d'une dette de 50%. Je ne devrais pas dire ça devant un personnel, un auditoire aussi choisi que le vôtre. Mais quand je m'adresse au palais ministériel, je suis obligé de le rappeler. Parce que le fait d'avoir doublé la surface de la dette double aussi la charge de la dette. Eh bien, vous seriez étonné, mais il m'est arrivé plus d'une fois de ne pas faire comprendre cette relation mathématique à des interlocuteurs pourtant très responsables. Alors, en 2021, avec la poussée de l'inflation, le taux d'intérêt a significativement augmenté. C'était, entre parenthèses, l'hommage du vice à la vertu. Le mal absolu, aux yeux de la BCE, c'était la hausse des taux. Ça, c'était ce qu'il fallait jamais faire. Mais quand on a été plongé dans la difficulté inflationniste avec la crise du Covid, qu'est-ce qu'on a fait? On a relevé les taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on a fait ce qui était le plus mal. Alors c'est ce que j'appelle l'hommage du vice à la vertu. Il est résulté de cette hausse des taux un relèvement significatif du coût de notre service de la dette publique. Et ça, c'est un point qu'il faut comprendre, parce qu'il est au cœur de la difficulté d'aujourd'hui, il est au cœur de tout ce que vous lisez sur les premiers ministres fugaces, la difficulté. C'est le service de la dette. Alors, je vais vous donner quelques chiffres parce qu'ils sont quand même très, très parlants. En 2019, la charge annuelle des intérêts qu'on avait à payer sur notre dette, c'était 36,9 milliards d'euros. En 2024, 5 ans après, cette charge a bondi. Elle n'est plus de 36 milliards, elle est de 60 milliards, ce qui est plus de 2% du produit intérieur brut. Et elle devrait être, parce que l'année n'est pas tout à fait finie, de 73 milliards en 2025 et atteindre 89,6 milliards en 2026,
en 2026, c'est-à-dire près de 3% du produit intérieur brut. Ça, ce sont les dernières prévisions de la Commission européenne. Donc, en 2027, nous serions aux environs de 100 milliards de charges annuelles d'intérêt, ce qui représenterait 3% du produit intérieur brut. Notre charge d'intérêt seule aura ainsi dépassé de beaucoup les plus gros de nos budgets, et en particulier celui de l'éducation nationale, qui est de 76 milliards. Ce sera la plus grande dépense publique de la nation. Alors, ce phénomène est d'une importance absolument majeure et elle dépasse les aspects techniques de l'exposé que je suis en train de faire. Je vais vous poser une question à vous, parce que je n'arrive pas à la poser à ceux qui peuplent les palais ministériels. Mais à vous, je peux la poser parce que je suis le maître de ce que je vous dis. Et puis vous répondrez ou vous répondrez pas. La question, c'est ce que j'appelle l'équation existentielle de la France. L'équation existentielle de la France, ça devrait intéresser les politiques, parce que c'est de l'avenir qu'il s'agit. Et elle est celle-ci. Une économie qui peine à croître au rythme de 1% en termes réels par an, peut-elle extraire de ce modeste PIB en faible accroissement les 3 points que représentera l'année prochaine notre charge publique d'intérêt, dont par ailleurs la moitié est encaissée par des non-résidents. Je vous rassure, cette équation est impossible à réaliser. Sauf à prendre une action de redressement budgétaire déterminée, sur laquelle je reviendrai, sauf à augmenter encore notre endettement, ce à quoi, je vous rassure, nous recourons systématiquement, mais qui ne fait qu'aggraver les choses. Le point que je vais développer est le suivant. À problème structurel, il faut une stratégie. Je vous l'ai dit, notre déficit de compétitivité par rapport à nos voisins s'élève à plus de 7 points de PIB. 7 points de PIB, c'est à peu près 200 milliards d'euros. On a calculé, pour ne pas dire que j'ai calculé, avec d'ailleurs l'assistance d'un homme remarquable qui se trouve à la table ronde et qui s'appelle François Eckhall. Il a été calculé que nous pourrions regagner en 10 ans ces 7 points de PIB, c'est-à-dire 20 milliards d'euros par an, un peu moins de 1% du PIB. On pourrait, c'est ce que j'ai expliqué dans un livre dont je vous recommande la lecture, on pourrait le faire sans provoquer une révolution en s'attaquant essentiellement à des dépenses non sociales du budget. Parce que j'étais soumis, en rédigeant mon livre, à un chantage gouvernemental qui est très simple. Consiste à dire, vous voulez toucher
Le budget, vous voulez rétablir les comptes? Ah, faites-le. Mais vous avez la révolution immédiatement. Alors, je me suis dit, c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas vrai. Et j'ai commencé à faire fonctionner, non pas les données statistiques du ministère des Finances qui sont silencieux sur ce sujet, mais à faire fonctionner ma règle de 3. Et je suis arrivé au stupeur à l'idée qu'il était possible, sans toucher le social, de faire des économies d'une vingtaine de milliards d'euros par an pendant une dizaine d'années. Et à ce moment-là, on aurait rétabli la compétitivité française, c'est-à-dire qu'on pourrait à nouveau vendre des produits à l'étranger, recruter, vivre. Alors, face à cette méthode que j'avais suivie, qui consistait à réduire la dépense publique d'une manière graduelle, sans attaquer le social, face à ce besoin, quelle a été la réponse gouvernementale? Alors je vous le donne en 1000. Cette réponse figure d'une manière très précise dans ce que l'on appelle à Bercy, avec un grain de pomposité, le trajectoire de Bercy. Alors nous avons une trajectoire, je vous rassure, nous avons une trajectoire qui va sur 5 ans. Et cette trajectoire nous dit qu'en 5 ans, on aura retrouvé le 3% de déficit maximum fixé par le traité de Maastricht. Mais ce calcul pathétique, je dois le dire, parce qu'il est effrayant, suppose que les dépenses publiques augmenteront assez significativement chaque année, un peu moins significativement que dans le passé, mais quand même significativement, 1,6% par an, ce qui est à peu près égal à l'inflation. Donc en termes réels, la trajectoire de Bercy est pour le maintien de la dépense publique dans sa valeur réelle. Alors, si vous interrogez n'importe qui dans la rue et que vous leur dites « Est-ce que le problème c'est de maintenir la charge qui est en train de nous sortir de tous les marchés extérieurs, la charge de notre dépense publique, ou est-ce qu'il faut la réduire ?» Il me dira « Il faut la réduire ». C'est ce que me dit par exemple mon jardinier en Picardie. Il dit « Il faut réduire la dépense publique ». Ben non, le ministre des Finances ne dit pas ça. Il dit qu'il faut augmenter la dépense publique et certes l'augmenter moins qu'on ne l'augmentait à l'époque de la déviation phénoménale, mais l'augmenter quand même. Alors, je me suis opposé dès le premier jour à cette stratégie parce que proposer à la France, qui a le problème que j'ai essayé d'analyser, qu'on va maintenir la dépense publique à son niveau, en espérant que la croissance de l'économie nous permettra de gagner quelques points de déficit au cours des prochaines années, c'est une trahison. Alors, vous trouverez peut-être que le mot est fort, mais moi je trouve qu'il est faible. Et alors, pour éviter l'absence de stratégie qui fait qu'on est sur un navire déboussolé, en pleine tempête, sans qu'il y ait un capitaine qui puisse nous dire quel est le cap,
dans cette situation-là, il n'y a qu'un moyen. C'est de parler un langage simple. La dépense publique française est trop élevée. Je vais vous en donner un exemple. L'Allemagne a 15 millions d'habitants de plus que nous. Mais ils ont 1 million de fonctionnaires en moins. Est-ce que l'administration allemande est mal vue des citoyens? Pas du tout. Elle fait son travail. Mais nous, on a 1 million de fonctionnaires de plus pour faire un travail plutôt moins bien fait. Alors, quand vous êtes devant une aberration statistique, parce que c'est une aberration statistique, d'avoir 1 million de plus de gens pour 15 millions de moins servis. Quand vous êtes devant une aberration statistique et que vous êtes dans votre propre univers, dans votre entreprise, dans votre ménage, vous êtes obligé de traiter le problème. Est-ce qu'une seule fois l'aberration statistique que je stigmatise a été l'objet d'un débat national? J'ai cherché dans les archives de l'Assemblée nationale. J'ai trouvé beaucoup de choses sur le plan des mœurs, mais je n'ai jamais trouvé quelque chose sur l'avenir des jeunes, la recherche en France et le rétablissement d'une production qui permettrait d'éviter un déficit permanent qui est le nôtre de la balance commerciale. Alors, il faut donc changer de signe. C'est ce que je me suis c'est ce que j'ai osé dire à un des premiers ministres fugaces qui caractérisait notre scène politique. Je lui ai dit il faut changer de signe. Votre ministre des Finances vous dit qu'il faut augmenter la dépense publique. Moi, je vous dis qu'on peut la diminuer sans faire de désastre social. Il a été très intéressé, mais il n'a pas pu le faire. Alors, certains me diront que les marchés financiers sont bien disposés à l'égard de la France et que la continuation de notre endettement à l'infini ne pose pas de problème. Cette vue est malheureusement fausse. Certes, l'euro nous protège et il est probable qu'en cas de graves difficultés, la Banque centrale européenne serait là pour acheter notre dette et se substituer aux acheteurs normaux de marché. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est que l'économie ainsi protégée, entre guillemets, deviendra de plus en plus faible. La croissance sera de plus en plus modeste et les dépenses, notamment d'intérêt, augmenteront au prix d'un endettement accru. Alors, à un moment, dans ce cycle infernal, le pays trop endetté ne peut plus fonctionner, car la montée de la charge de la dette poussée par l'endettement continu ne permettra plus de financer le déficit. On pourra certainement continuer pendant quelques années à profiter de la marge d'endettement et de sympathie qui nous reste, mais ce sera au prix d'un affaiblissement de l'économie française qui sera menaçant pour notre avenir et pour nos jeunes, quelle que soit la mansuétude des marchés et de la Banque centrale européenne. C'est un point très important, parce que au plus haut niveau de l'État, on vous dit « vous vous trompez,
l'endettement n'a aucune importance. Vous pouvez le continuer indéfiniment. Mais la contre-réponse à ça, c'est de dire, d'accord, vous allez nous jeter une bouée de sauvetage qui sera largement tenue par la Banque centrale européenne, mais à la limite, c'est un cadavre qui tiendra la bouée de sauvetage. Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que notre pays revive, retravaille, réinvestisse. Et je ne vois rien dans la trajectoire de Bercy qui me le dise. Alors, le pire danger dans la conjoncture anormale, pour ne pas employer un terme plus agressif, le pire danger que nous vivons, c'est celui de la résignation, à ne pas vouloir ou à ne pas oser affronter les défis dont dépend l'avenir de notre pays. À force de dire qu'il n'y a pas de gouffre, alors qu'on est en réalité en train de tomber bien au-delà du gouffre, on ne rend pas service au pays. Je vous remercie de votre attention.